Quels sont les mobiles des mouvements sociaux de juin 2025 au Togo et qui en sont les entrepreneurs? Comment les comprendre et quelles solutions y apporter? L'Arbre à Palabre, New World Forum, vous propose cette semaine, une fois n'est pas coutume, un débat sur la conjoncture politique togolaise au plateau. Pour vous servir, Didier Nouridine Alou, il est journaliste, consultant en communication sociale pour un changement de comportement. Il est le directeur général d'Afrique Dev. Didier, bonjour. Bonjour Gilles et bonjour à tous les téléspectateurs. J'espère que ceux qui ont toujours réclamé une émission sur le Togo sont au rendez-vous aujourd'hui. Nous sommes là pour en débattre. Pour vous accompagner, l'homme qui ne bouge pas a encore bougé, mais nous vous proposons un remplaçant de taille. Luc Kouméabalo Abaki est avec nous. Luc, bonjour. Gilles, bonjour. Bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs. Je me sens plutôt privilégié d'être à ce rendez-vous. Dans le fauteuil de son Excellence. Voilà, j'espère pouvoir être amplement dans sa peau. Et là où il se trouve, on le salue vivement, son Excellence Sogoyou Kegewe, tout en rappelant que Luc Kouméabalo Abaki est journaliste, écrivain, président exécutif de l'Institut d'études stratégiques et de géopolitique appliquée Togo, qui conteste quoi et pourquoi. C'est le thème du jour et vous êtes conviés à enrichir cette émission. Plus 228 96 08 43 43, s'il vous plaît, dans le respect de toutes les opinions. Ma première question, qui organise les mouvements sociaux qui se déroulent au Togo depuis le 6 juin. Noureddine Didier Alou. Oui, merci. Je pense quand même que tout le monde a vu comment ces mouvements, ces sauts d'humeur ont été organisés. Et la mobilisation a été essentiellement faite à travers l'outil Internet, les réseaux sociaux, les plateformes des TikTokers et tout. Il s'agit essentiellement d'influenceurs, de blogueurs, de TikTokers qui sont essentiellement logés hors du Togo et qui en ont appelé à ces mouvements de contestation et qui étaient prévus d'ailleurs, selon eux, pour se tenir dans plusieurs villes à la fois du Togo, ce qui n'a pas été véritablement le cas. Soulevons également que ces manifestations n'ont pas drainé autant de monde qu'on pourrait penser. Ensuite, il faut noter que ce ne sont pas des manifestations qui sont autorisées au préalable. Donc, je pense qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et ce qu'on peut noter, c'est leur capacité surtout à se saisir des réseaux sociaux pour apporter des messages qui ne sont toujours pas des messages recommandables pour des patriotes, pour des citoyens. L'un dans l'autre, je pense que les revendications portées, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, les revendications qui sont portées par ces TikTokers, il va falloir faire le tri. Choisir le vrai du faux et voir comment traiter ça. Mais globalement, je pense que le gouvernement du Togo a adopté la posture qu'il fallait, celle qui consiste à réaffirmer l'autorité de l'État et à travailler à faire amener le calme. Malheureusement, il y a eu des pertes en vies humaines et nous aurons l'occasion d'en parler tout au long de cette émission. Luc Abaki, il s'agit, ou s'agissait jusque-là, de blogueurs, de TikTokers, qui étaient dans l'entertainment, on va dire, même parfois dans la pornographie, mais qui subitement se sont découverts des vocations politiques et qui sont montés au créneau, appelés à la mobilisation. Oui, Gilles, avant de répondre à cette question, je voudrais quand même que tu m'autorises à m'incliner devant la mémoire de ces victimes-là qu'on a vues et exprimer en même temps mon regret. Mon regret que, après plus jamais ça, du président de la République en 2005, à la suite justement des violences qu'on avait connues, que 20 années après, que nous soyons encore dans cette réalité-là. Je crois que c'est l'occasion, en tout cas, d'interpeller tout le monde pour dire qu'en tant que citoyen, on a une responsabilité. Et on a cette responsabilité de construire notre humanité sur la base des valeurs. Notre vocation est en fait d'entretenir la vie humaine et jamais de l'étouffer, de l'abîmer, etc. Je suis malheureux de constater que 20 années après, nous sommes encore dans l'agressivité, dans la violence, dans un langage ordurier et en tout cas dans le triomphe de l'instinct qui est quand même malheureux et qui n'est pas de nature à construire une nation solide. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est dire aussi ma peine
d'être obligé de parler de ce qui ne va pas dans mon pays. J'aurais bien voulu célébrer ici le génie togolais. J'aurais bien voulu vanter nos valeurs identitaires et célébrer en tout cas tout ce qu'il y a de potable et qui montre que le Togolais est heureux de se construire et de construire sa nation à travers des œuvres, en tout cas qui impactent justement son environnement et l'ensemble justement de l'humanité. Cela dit, pour revenir à la question, je pense que ces manifestations sont parties, s'il faut faire la genèse des choses, d'abord de la tribune qui a été publiée le 2 mai par Mme Nyakadé, et dans laquelle, en fait, elle faisait à sa manière le bilan de Faure Gnassingbé après 20 ans. Et dans cette tribune-là, elle a évoqué un certain nombre de faits qui étaient quand même révoltants. Et je pense que le gouvernement, à cette époque, se devait en réalité de trouver le moyen de répondre à cette tribune, puisqu'il s'agit de la gestion du bien commun. Vous voyez, lorsqu'il est dit qu'il y a des malversations, il y a des manquements, il y a de la corruption, des détournements, etc., et qu'on cible, si vous voulez, le premier gouvernant, il aurait été plus judicieux, en ce moment-là précis-là, de répondre à la dame d'une manière ou d'une autre, de sorte à contenir cette information, à la contredire éventuellement, et si ces éléments ne sont pas avérés, en tout cas qu'elle puisse se justifier. Mais est-ce qu'il ne fallait pas tenir compte du timing? Oui. Cette tribune a été publiée à la veille de l'investiture et du président de la République et du président du Conseil. Dans ce contexte-là, pour celle qui a été au gouvernement, est-ce que ce n'était pas plus perçu comme une provocation? Non, évidemment, on peut l'interpréter comme on veut, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle évoque des faits liés à la gouvernance de l'État. Et puis, on était à la veille de la mutation du Togo vers justement la 5e République, puisqu'il y a eu un an de transition qui devait permettre de remettre les institutions, de faire les métamorphoses nécessaires qui permettraient cette mue progressive, voyez-vous. Donc il fallait trouver un temps quand même pour lui répondre. Hein, absolument, non, il le fallait, puisque c'est la vie de l'État, c'est une dynamique continue qui ne doit pas être arrêtée. Puisque justement, il est question de la gestion du bien commun, s'il y a des choses qui n'ont pas marché et qui ont été évoquées par une citoyenne et à plus forte raison, une dame qui a fait partie justement de la gouvernance de l'État, il fallait trouver une solution à cela. Puisqu'il n'y a pas eu de solution et il y a eu silence radio, vous avez vu que dans la foulée, il y a eu donc l'artiste Amrom qui s'est littéralement appuyé sur les propos, en tout cas les éléments évoqués par Dame Nyakadé pour enflammer la toile. Vous voyez? Et c'est ce qui a fait que le mouvement a fini par prendre corps au sein du compte des réseaux TikTok, etc. Et donc les influenceurs ainsi que des activistes se sont saisis et voilà l'ébullition dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, ceux qui animent cela, on les connaît tous, puisque là, à travers les réseaux sociaux, ils s'affirment comme tels et ils ont pris pratiquement en otage la toile à travers toutes les révélations, les dénonciations, dans un langage cru. Je pense que la situation est suffisamment grave pour qu'on puisse trouver, en tout cas chercher des solutions. Maintenant, avant de passer la parole à Nouroudine, est-ce qu'on peut trouver un lien entre Dame Nyakadé et ces blogueurs ou simplement il s'agit du hasard de... Non, en réalité, vous savez, je pense que vous avez un peu suivi lorsqu'il y a eu la réforme de la Constitution, etc. Il y avait des bourdonnements. Ça veut dire qu'en réalité, personne n'avait eu le courage, si vous voulez, d'assumer une position ouverte et publique liée justement à cette réforme profonde. Et donc, l'action de Mme Nyakadé a été une action qui a déclenché véritablement un processus où donc, les gens se sont dit... une action concertée, selon vous? Non, pas du tout. Je ne crois pas qu'elle soit concertée, mais puisque le but pour lequel cette tribune est sortie était justement de mettre à nu, en tout cas, les manquements de la gouvernance. Et puisque cette gouvernance a un impact direct sur le quotidien du citoyen, les citoyens qui se sentent suffisamment concernés ont commencé justement à saisir la perche. Nouroudine Didier, pourquoi subitement les partis politiques qui ont vocation à parler de la chose politique ont été doublés, sinon dépassés par les événements, au point que ce soit les blogueurs, les influenceurs qui ont pris le devant de ces mouvements sociaux? Bon, ça peut s'expliquer notamment par le fait que beaucoup de citoyens aujourd'hui pourraient ne plus avoir confiance dans les partis politiques. Ça, c'est une première possibilité. Mais ensuite, je crois qu'aujourd'hui, les revendications qui sont portées par cette jeunesse qui tente ces brèches-là sont connues de tous.
Et je pense que tout à l'heure, je parlais essentiellement de la posture que le gouvernement devait avoir, mais je pense que derrière les portes closes, il y a un examen de conscience à faire. Il y a que le gouvernement doit faire la part des choses, et faire son autocritique et savoir si, d'aventure, dans ces revendications portées par la jeunesse, mais qui sont appuyées justement par Dame Niakate et par d'autres ministres également que j'ai vus, qui sont notamment à l'étranger. J'en ai vu un, son nom m'échappe, et Kofi, voilà, je crois qu'il y a aussi un autre qui en a publiquement appelé donc à un renversement donc du régime. Mais je pense que face à tout ceci, ce qu'il faut noter essentiellement, c'est quoi? Le président Faure se trouve dans une position un peu délicate. Je m'explique. Oui, mais avant de parler de sa position, moi, oui. je voudrais analyser le rôle des partis politiques. Non, justement, c'est pour répondre à votre question. Est-ce qu'ils sont définitivement dépassés? Non, les partis politiques ne sont pas dépassés, mais je crois qu'il y a eu des annonces toujours chez ces TikTokers qui ont appelé donc aux partis politiques à ne pas en faire une récupération politique. Mais je pense que ces blogueurs voulaient essentiellement montrer quelle est leur force de frappe personnelle en tant que jeunes, qui revendiquent un certain nombre de choses. Donc, ils ont montré ce qu'ils savent faire. Mais la difficulté, c'est quoi? Lorsque, effectivement, après 20 ans d'exercice du pouvoir, pour un chef d'État, et lorsque vous avez un parti qui a déjà exercé pendant 56 ans, la difficulté, c'est la routine en réalité. C'est-à-dire que les difficultés qu'on peut rencontrer en cherchant à être excellent, c'est de tomber dans les habitudes. Parce qu'en réalité, on a l'impression qu'on a déjà résolu tant de problèmes, on a déjà remonté tant de défis, et on tombe facilement dans l'habitude. Or, pour continuer donc à travailler, il faut évidemment être plus innovant, mieux capter donc les revendications, voir comment les traiter et comment trouver des solutions. Parce qu'en réalité, nous, au niveau de Africa Dev, nous avons fait quand même une enquête sur le sujet, et la plupart des jeunes que nous avons interrogés, beaucoup ne mettent pas en priorité le changement de régime. Ce n'est pas ça leur première préoccupation. Leur première préoccupation, en réalité, c'est d'avoir plus d'opportunités, d'avoir plus de boulot, d'avoir plus d'emplois décents. Parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit pour ces jeunes-là. Et d'assister à une meilleure redistribution des ressources et d'assister à l'ouverture. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes Togolais pensent qu'ils sont dirigés par donc, un système qui est tellement fermé et qui entretient des secrets de polichinelles ou qui entretient de l'omerta. Donc aujourd'hui, il faut que les gouvernants soient plus proches donc, des populations et que ces jeunes-là se sentent mieux pris en compte par donc, le programme qui est déroulé par le gouvernement. Luc Kabaki, je vais ouvrir tout un chapitre sur les revendications derrière ces mouvements sociaux pour les analyser. Mais une dernière question sur la forme. Est-ce qu'il faut accorder du crédit à un mouvement non structuré, sans visage finalement, qui est né sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il faut les écouter? Quelle importance accorder à ce mouvement? Non, avant de répondre à cette question, je voulais rebondir un peu sur cette question des partis politiques. Il faut juste se souvenir que la lutte politique date des années 1990 ici, donc pendant plus de 30 ans et au-delà, les partis politiques ont fait leurs preuves. Il y a une forme d'usure et de fatigue. Il y a eu des erreurs politiques également qui ont fait qu'il y a eu des opportunités à travers que les partis politiques auraient dû saisir pour obtenir des résultats probants au profit de la population qui n'ont pas justement été capitalisés. Et donc, dans un tel contexte, et vu toutes les susceptibilités qui ont été développées, si vous voulez, dans notre pays, et il n'était plus prudent pour ces activistes, en tout cas ces blogueurs, d'associer les partis politiques. Néanmoins, il faut quand même rappeler qu'il y a un certain nombre de partis politiques qui ont agi, qui ont sorti des communiqués pour soutenir ce mouvement, etc. Mais ce qui est certain, c'est que les TikTokers, les blogueurs ont voulu mener une action sociale qui a un impact quand même assez rigoureux, puisque la toile aujourd'hui, c'est un monde entier, vous voyez. Et donc, c'est pour dire que oui, les partis politiques peut-être ne manquent pas de volonté, mais
ils ont fait ce qu'ils devaient faire et les gens ont voulu innover, en tout cas essayer quelque chose de nouveau. Alors, vous me parlez là d'une lutte sans visage. Je pense qu'il faut mettre des gants par rapport à cela. Pourquoi? Parce que cette lutte-là a des visages. La preuve est qu'il y a des gens qui ont réagi, qui ont été interpellés. Oui. Vous voyez? S'ils étaient sans visage, on ne les aurait pas interpellés. Moi, je parle surtout de la tête. Oui, non, non, en fait, la difficulté que le gouvernement a aujourd'hui, parce que vous savez, il y a des lois et des règlements qui permettent justement de gouverner un État. Alors, il se trouve que dans le mécanisme de manifestation, etc., si vous voulez manifester, vous devez être une entité. Une entité qui permet justement d'avoir un échange avec l'autorité, etc. Sauf que cette fois-ci, c'est des individus qui portent une cause nationale. Et c'est là où il y a la difficulté pour avoir l'interlocuteur qu'il faut. Néanmoins, on ne peut pas dire que la lutte est sans visage. Comme je le disais, c'est parce que lorsque les gens ont assumé des interventions à travers les réseaux sociaux, il y a eu des interpellations. Le cas Amrom, le cas Afesio, par exemple, lui, c'est juste un texte qu'il a fait, etc. C'est pour dire qu'au même moment, cette situation... Le cas Omolu, Jean-Paul. Oui, voilà, tout ce monde-là, tout à fait. Donc, on ne peut pas les citer dans tous les cas de façon exhaustive. C'est pour dire que les gouvernants ont un défi majeur qui consiste à vivre avec leur temps, c'est-à-dire à s'adapter aux réalités de leur temps. Quand tu étais gouverneur dans les années 1960, etc., où on prenait nos indépendances, il y a juste une radio et peut-être à la fois une télé, et vous pouvez contenir l'information, vous pouvez contrôler même le mental des citoyens, etc. Aujourd'hui, avec l'avènement de l'Internet, puis des réseaux sociaux, il est extrêmement difficile pour le gouvernement de contenir l'information et de paramétrer le mental de ses citoyens à travers les créneaux officiels eux seuls. Voyez? Donc, ça veut dire qu'il aurait fallu un travail d'anticipation des gouvernants qui leur permettrait d'avoir une assise réelle sur les réseaux sociaux. De sorte que lorsque les gens interviennent, que ce soit contre ou pour le gouvernant, en tout cas, le gouvernant puisse avoir lui aussi son mot à travers ces créneaux-là. Aujourd'hui, vous allez voir que nous sommes assaillis et envahis littéralement par des attaques sans qu'il y ait du répondant. Vous voyez? Et ça, c'est une carence très grave qui rappelle bien entendu les faiblesses des stratégies de communication de nos gouvernants d'aujourd'hui. Et je pense que ce n'est pas la première fois que nous évoquons cela. On a comme l'impression que finalement, ils subissent littéralement la charge des blogueurs et des activistes, alors qu'il aurait été plus judicieux, en tout cas pour eux, et même opportun, qu'ils puissent disposer aussi des gens qui sont capables de rendre compte des réalisations du gouvernement, d'un certain nombre d'actes qui sont posés et qui contribuent, si vous voulez, à justifier la légitimité du pouvoir actuel. Mais ce n'est pas le cas, et ça, c'était grave parce qu'il faut toujours apprendre à s'adapter au contexte que l'on vit. C'est ça qu'on appelle l'intelligence des situations et la capacité à s'adapter, en tout cas, aux défis majeurs qui se présentent aux gouvernants à chaque étape de la vie. Oui, je pense que c'est important, évidemment, de se mettre, de s'aligner sur donc, les nouvelles mutations qui sont donc en cours, notamment dans le secteur du numérique. Parce que ce qu'on a vu à travers les réseaux sociaux, les attaques qu'on a vues à l'autorité politique, administrative, à l'autorité religieuse, à l'autorité, à la chefferie traditionnelle, tout ça, ça interpelle, ça inquiète. Donc des fois, c'est des critiques qui sont, c'est à la limite des injures qu'on a vues et que ces jeunes ne portent pas du tout du gain. Mais en réalité, ce qu'ils ne savent pas, ces jeunes qui attaquent littéralement les autorités sur les réseaux sociaux, ils sont en train donc de mal vendre l'image même du pays à l'extérieur. Parce que, rappelons-le, le gouvernement togolais fait beaucoup d'efforts dans la facilitation des affaires, dans l'amélioration du climat des affaires, mais dans le même temps, pour que les investisseurs viennent pour mettre des entreprises et créer l'emploi tant désiré par la même jeunesse, il faut que les discours qui sont servis sur les réseaux sociaux soient des discours quand même qui encouragent un investisseur afin de choisir la destination Togo.
Or, aujourd'hui, ce qu'on a vu à travers les réseaux sociaux, c'est carrément un démontage de ce qui a été fait. C'est un vilain spectacle, c'est des récits de désespoir, c'est des injures à l'autorité et c'est une mauvaise image que ces blogueurs, ces TikTokers, ces influenceurs sont en train donc de vendre de leur propre pays. Et ça ne démontre aucun patriotisme en eux. Et je pense que si réellement ils ont la vocation de porter les revendications comme ils sont en train de le faire, il va falloir tout au moins soigner leur communication et mettre le Togo en avant. Parce qu'en réalité, les hommes vont passer, mais le Togo va rester. Et le Togo, c'est le bien commun, qu'on soit politicien, qu'on soit artiste, qu'on soit TikToker, quel qu'en soit notre rang social, c'est le Togo qui est donc le point commun de tous les citoyens. Donc je pense que sur cet aspect, il y a véritablement un travail à faire. Pour comment apporter un peu d'eau à votre moulin, on a entendu certains de ces discours appeler à brûler nommément des sociétés. Même New World, la télévision, là où vous vous trouvez, a été cité. Il a été demandé aux manifestants de venir mettre feu à New World. Ça veut dire que si c'est fait en ce moment-là, Didier aussi va prendre feu. J'espère que... Bon, j'espère que personne ne prendra feu, ni New World, ni le pays, ni la nation. En tout cas, ce que vous dites... C'est un discours décrédibilisé. Absolument, c'est ce que je tentais d'expliquer tout à l'heure. Ces blogueurs ou ces TikTokers, en réalité, se servent de l'outil Internet pour desservir la cause à laquelle ils sont en train d'inviter les gens à se rallier. Je pense qu'il y a même plus grave. J'ai vu aussi sur les réseaux sociaux une vidéo où quelqu'un appelait carrément à commettre des exactions sur une ethnie donnée dans le pays. J'ai vu des gens appeler à brûler des sociétés, comme vous le dites, mais qui ont même appelé à assassiner. Des gens qui ont appelé donc non, mais je pense que les gens sont allés... les gens sont allés... compenser dès que l'acte est commis. Mais je pense que les gens sont allés vraiment loin. Et qu'il va falloir une réconciliation, une vraie réconciliation. Il va falloir rapprocher la jeunesse et même la population et même les autorités. Tout le monde a besoin d'être sensibilisé aujourd'hui. Mais est-ce que malgré ces outrances, derrière, il y a un langage, il y a un fond de revendication qu'il faut écouter Oui, évidemment. Vous savez, j'avais commencé mon intervention en déplorant cet état de fait où aujourd'hui on se retrouve dans ce contexte ou dans cette réalité où il y a de l'agressivité, il y a de langage ordurier, il y a le triomphe de l'instinct, vous voyez, puisque bon, nous, notre vocation, c'est de faire violence sur nos instincts et valoriser nos facultés d'être humain, qui est donc de raisonner et d'impacter la conscience des autres à travers un raisonnement cohérent qui permet justement de provoquer un déclic de l'action. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que, oui, c'est vrai, il y a un adage qui dit « le ventre affamé n'a point d'oreille ». Autrement dit, si vous poussez les gens à être dans une situation plutôt exsangue, ils n'ont plus de maîtrise de soi. Malheureusement, nous sommes obligés à cette étape-là d'inviter les gens à plus de raison. Parce que si vous voulez vous faire entendre, il va falloir affiner et peaufiner le langage pour pouvoir être convaincant, percutant, etc. Alors, votre question demande s'il y a quelque chose de fond. Oui, je pense, il y a quelque chose de fond. La réalité, c'est quoi? C'est que les TikTokers, en tout cas les jeunes aujourd'hui, regardent un peu les performances de nos gouvernants aujourd'hui. Et ils comparent cela quand même avec ce qui se passe autour de nous et au-delà de nous. On réalise qu'après 20 années de gouvernance, il y a quand même un certain nombre de difficultés qui ne devraient pas avoir lieu, d'autant plus que plus vous passez du temps, mieux vous accumulez l'expérience qui vous permettrait d'être plus efficace justement dans la gouvernance d'État. Qu'est-ce que le citoyen, lui, il veut? Tout simplement avoir l'assurance d'avoir son pain quotidien, d'avoir les infrastructures de santé lorsqu'il est malade, qu'il soit soigné, et lorsqu'il doit rouler dans la rue, qu'il puisse avoir les routes nécessaires, qu'il puisse avoir l'éducation nécessaire, etc., etc. Et donc, il se trouve que pour l'instant, même quand vous regardez les statistiques de la Banque mondiale, etc., il nous est dit, par exemple, que le Togo se trouve être à la 121e place sur 180 pays corrompus. Vous voyez? Ça veut dire que
Déjà, ce phénomène de la corruption est un problème majeur auquel les dirigeants doivent faire face, puisqu'il est question de la gestion du bien commun. C'est ça qui permet en effet d'engranger suffisamment de ressources et donc de faire face aux besoins essentiels des citoyens qui permettraient d'améliorer leurs conditions d'existence. Vous voyez, en matière des droits de l'homme, lorsqu'on dit que l'état de droit, le Togo est à la 106e place sur 142, on se dit, ben écoutez, on doit pouvoir construire la démocratie. Surtout que nous avons mué aujourd'hui vers la 5e République où il nous est servi. Qu'on veut plus de démocratie, plus de liberté, plus d'épanouissement, plus d'investissement, etc. Il aurait fallu faire le bilan de ce qui a été fait pendant la 4e République, les manquements qu'il y a eu, s'il y a lieu de corriger, on le corrige et avec des promesses qui soient conséquentes, etc. Et donc, quand on regarde tout cela, évidemment, je pense que le gouvernement, en tout cas le gouvernement a une part de responsabilité qui a consisté à être un peu laxiste, à être détaché de la population, à ne pas communiquer et à ne pas faire en sorte que le citoyen puisse partager ensemble avec lui sa vision. Parce qu'en réalité, c'est le citoyen qui crée la richesse nationale. C'est lui, par son labeur, par son niveau de patriotisme, d'engagement et d'action, qui crée donc la richesse dont dispose le gouvernement. D'où la nécessité pour celui-ci de créer une complicité et de faire en sorte que la vision qu'il porte, les valeurs qu'il entend exalter et promouvoir soient connues et portées par la population. C'est comme ça qu'on discipline un peuple et donc on sait tout de suite que lorsque vous parlez de cette manière, ce n'est pas une bonne chose vis-à-vis de l'autorité ou bien si vous posez tel acte, ça compromet le projet du vivre ensemble, etc. etc. Donc c'est pour dire qu'en tout état de cause, il y a un travail sérieux à faire au niveau du gouvernement lui-même, de sorte qu'il soit plus efficace dans ses actions et qu'il soit dans cette posture de redevabilité. Il faut rendre compte à tout moment au peuple et faire en sorte que quand il y a des manquements, que les auteurs, en tout cas ceux qui sont responsables de ce qui ne va pas, puissent être punis, puisque en réalité, c'est une question d'équité. Et bon, écoutez, chaque année, le Togo a une croissance depuis un moment de 5%. Mais au même moment, on constate que la pauvreté, aujourd'hui, au moins 25,8% de la population togolaise est dans l'extrême pauvreté. Et dans les 25,8%, il y a au moins le tiers qui est en crise alimentaire carrément. Ça, c'est les données de la Banque mondiale. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème de répartition de la richesse nationale. Voilà le goulot d'étranglement sur lequel le gouvernement doit travailler, puisqu'il a cette responsabilité de nourrir tous les citoyens, quels qu'ils soient. Et donc, à partir de ce moment-là, ces choix politiques doivent être plus lucides et plus conséquents. Didier Alou, dans le cahier de revendication des blogueurs, des TikTokers, de ceux qui marchent, des mouvements sociaux, qu'est-ce que vous retenez d'essentiel en dehors du langage outrancier dont on a déjà parlé? Non, c'est le manque d'opportunités. C'est plus d'équité dans la gestion des affaires. C'est plus, c'est de rendre plus productive la lutte contre la corruption, une meilleure redistribution des ressources. Mais je pense que après ces chiffres quelque peu alarmants que Luc vient de donner, je ne vais pas à mon tour, j'avais gardé certains chiffres ici, je ne vais pas à mon tour tirer sur une ambulance. Mais quand même, j'aimerais juste faire observer que le Togo, en réalité, dispose de tout ce qu'il faut pour que la jeunesse soit à l'aise. On peut parler comme ça. Parce que d'abord, il y a plusieurs choses qui le prouvent. D'abord, la taille, la superficie du pays, elle est quand même très modeste. 56 600 km. 56 600 km. Moi qui ai beaucoup travaillé dans le Sahel, vous prenez un pays comme le Niger qui fait 1 400 000, ça fait 24 ou 25 fois le Togo. Plus en matière de développement, plus le pays est grand, plus il est difficile de le développer. Mais plus le pays est modeste en superficie, c'est plus facile. Et les ressources sont disponibles. Je pense que Luc a mis le point sur un aspect qui est très important, c'est la lutte contre la corruption. Parce que la corruption, en fait, ça crée l'érosion lente du développement et donc de la stabilité. Parce qu'en réalité, c'est ça. Lorsque vous voyez un jeune qui a fini ses études, qui n'a aucune opportunité, qu'il voit que dans le même temps,
une autorité peut avoir une vingtaine de maisons et se faire payer l'électricité complètement à la charge de l'État. C'est frustrant. Donc, la corruption crée les frustrations. Donc, ça fait partie des points sur lesquels le gouvernement devrait faire attention et mieux travailler. Parce qu'il y a une chose qui est assez frappante. Vous avez vu dans tout ce qui se dit aujourd'hui, c'est le nom du président Faure qui est traîné dans la boue, c'est lui qui est traité de tous les noms d'oiseaux aujourd'hui. Et pourtant, il a des collaborateurs, il y a des ministres. Alors, lorsque j'ai vu les manifestants sortir, même si ils n'ont pas pu mobiliser le nombre dont ils rêvaient, lorsque j'ai vu les manifestations sortir dans les rues, je m'attendais à voir aussi, de l'autre côté, d'autres manifestants disent, bon voilà, nous on est d'accord avec le programme du gouvernement, nous on a bénéficié de ci, nous on a bénéficié de ça. Je crois qu'il y a eu quelque chose par la suite, mais qui n'a pas connu la même ampleur, qui n'a pas connu aussi... qui a été annulé. Voilà, donc qui n'a pas été médiatisé correctement. Je ne sais pas si cela relève d'une stratégie du régime, je n'en sais rien. Mais si ce n'est pas une stratégie, ça veut dire qu'il y a quand même un problème. Donc quand vous avez des ministres qui occupaient le même poste pendant 20 ans, quand vous avez par exemple... donc tout ceci pose la question de la manière dont le choix des ministres, par exemple, ou des responsables sont opérés. Alors, sur quelle base sont-ils nommés? Est-ce que c'est des gens qui sont nommés parce qu'ils sont très compétents et qu'ils sont capables de mettre en application et de la manière la plus bonne possible la tâche que leur a confiée le président de la République? Ou alors, est-ce que les responsables qui sont nommés savent tout simplement qu'ils peuvent se rendre coupables de détournement et que ça n'aura aucune conséquence, ou qu'ils auront d'autres moyens de se faire dédouaner? Donc tout ceci, je pense que le meilleur changement, c'est celui qui vient de l'intérieur. Nous avons tout à l'heure parlé de ce qu'il va falloir sensibiliser donc cette jeunesse par rapport à comment elle vend son pays à l'international. Mais dans le même temps, il faudrait qu'au niveau des gouvernants aussi, qu'il y ait une sensibilisation, que les autorités politiques administratives aussi soient sensibilisées, mieux sensibilisées à la gestion de la chose étatique. Donc ce n'est pas parce que ces autorités occupent des postes qu'on va penser que simplement elles ont pleine conscience d'une gestion efficiente des ressources. Donc je pense qu'aujourd'hui, que ce soit la jeunesse, que ce soit les autorités, tout le monde a besoin aujourd'hui d'être sensibilisé. Les jeunes doivent être sensibilisés à l'action citoyenne, à la présentation d'une bonne image de leur pays, mais autant les gouvernants aussi ont besoin d'être sensibilisés. Parce qu'aujourd'hui, si une autorité sait qu'elle peut faire ce qu'elle veut et que ça n'a aucune conséquence, parce que simplement il appartient au parti de l'État, mais je pense que ça n'avantage pas le président de la République lui-même, ça n'avantage pas le parti lui-même. Donc, moi j'en appelle à ce que de leur côté, les gouvernants aussi fassent une analyse de conscience et savoir à partir de maintenant quels sont les points sur lesquels il va falloir travailler, des vrais projets, des vrais changements pour satisfaire la population. Ben justement, j'ai une double question pour vous. Je n'en ai pas l'habitude, mais le temps passe. Vous avez évoqué des difficultés économiques liées au Togo. Est-ce que la conjoncture n'est pas internationale? Parce que ce que vous avez évoqué ici, il est présent dans pratiquement tous les pays du monde. Et de deux, est-ce que la Ve République ne vient pas tout guérir? Pour paraphraser un peu la... c'est intéressant comme question. Le problème, c'est que les Togolais sont habitués à une méthode de gouvernance. Il a parlé au départ de la longévité dont le piège est la routine, en fait. C'est une question d'état d'esprit du gouvernant lui-même. Vous voyez? Est-ce qu'il mesure avec efficience et efficacité le niveau de précarité et les goulots d'étranglement qui existent dans la réalité existentielle du peuple? C'est ça la première question. Et je pense que tout le monde sait que l'agriculture, par exemple, c'est le secteur essentiel, déterminant à travers lequel on résout pratiquement tous les problèmes. C'est-à-dire c'est un secteur transversal qui, une fois qu'il est pris en compte
et de façon rigoureuse, il résout pratiquement tous les problèmes, à la fois alimentaires, économiques, etc. etc. Aujourd'hui, vous imaginez, la réalité du Togo, c'est quoi? C'est qu'au moins 63% des paysans, des agriculteurs togolais n'ont pas accès aux intrants chimiques, c'est-à-dire à l'engrais. Vous voyez? À peine 1% des terres cultivées sont irriguées. Et donc, ça veut dire que 99% des terres exploitées dépendent littéralement de l'eau de pluie. Vous voyez? Et donc, ça, ce genre de réalité montre que il y a eu un problème. Soit on a manqué de vision. Dans le domaine de l'agriculture, Oui. j'ai eu à sillonner quand même le pays, il faut relever quelques aspects majeurs d'un développement qui a été fait avec l'expérience des ZAP, qui sont les zones d'aménagement agricole planifiées. Oui. Dans chaque canton, ces ZAP, ces zones ont été aménagées et sont fonctionnelles. Ça, c'est intéressant, ça. Alors, ça fonctionne avec qui? Parce que, Avec les vous voyez, collectivités locales, voilà. avec un financement je pense que avec l'appui du gouvernement. on en avait parlé même une fois ici pour dire que, vous savez, en termes de projets, le Togo n'a pas manqué d'initier des projets. Vous voyez un peu les programmes de société de tous les gouvernements qui se succèdent. Lorsque le Premier ministre se retrouve à l'Assemblée nationale, il décline de façon dithyrambique une vision extraordinaire et ça crée l'espoir au sein de la masse. Mais en réalité, la question se situe au niveau du résultat. Vous voyez, il n'est pas opportun pour un dirigeant d'initier un projet de haut avant d'avoir eu la lucidité de cibler sur le terrain d'abord les potentiels citoyens qui pourraient être intéressés par le projet lui-même. Alors, les ZAP, c'est vrai, le président de la République lui-même, je crois que c'est vous qui l'aviez interviewé à la veille du 27 avril, je crois 2023 ou 2024, 2023. où il a regretté le fait qu'il y ait eu beaucoup d'investissements dans le secteur agricole, mais que les résultats n'ont pas suivi. Voilà, ça c'est un constat qui est intéressant. Mais il aurait fallu aller plus loin pour se poser la question de savoir mais pourquoi ça n'a pas marché. Dès l'instant où il est dit que la population togolaise est essentiellement jeune, ça veut dire que le jeune, il est dans la dimension ou dans l'état d'esprit où il porte un rêve, il doit pouvoir se valoriser et être capable justement de saisir les perches qui lui sont tendues par le gouvernement. Mais est-ce qu'il y a un travail d'abord de mobilisation de conscience autour de l'intérêt de ces genres de projets? Est-ce que l'agriculture est exaltée comme une activité de noblesse? Ou alors les agriculteurs sont considérés comme des va-nu-pieds, qui sont toujours sales, qui ne peuvent pas être des acteurs de l'économie. Or, la première activité économique dans tous les pays du monde, c'est bien sûr l'agriculture. Il me souvient en 2009, qu'on avait initié la journée du paysan togolais. La première édition était flamboyante à Kara. Moi-même, j'ai participé, j'ai couvert cela pour le compte de Republic of Togo. Le président de la République lui-même était disponible et on avait trié un certain nombre d'agriculteurs qui étaient vraiment engagés, en tout cas, qui peuvent produire à un niveau assez élevé. Ils ont été récompensés, etc. Cela avait créé une certaine émulation. Mais au fil du temps, malheureusement, cette journée-là n'a plus sa portée. On a comme l'impression que c'était devenu une formalité tout simplement. Ou même dans le processus de récompense. On l'a métamorphosé en fora voilà. agricole. Est-ce que tout ça, ça permet de créer l'émulation? Parce que quand il n'y a pas le résultat, il faut toujours questionner la procédure elle-même et trouver des solutions, se remettre en cause et trouver des solutions les plus adéquates possibles. Dans un tel contexte-là, même sur le plan social, il est démontré aujourd'hui par les études que le Togo dépense beaucoup moins que beaucoup de pays de la sous-région, sinon 5 fois moins que des pays de la sous-région pour la protection sociale. Et donc, ça veut dire, malgré la croissance ainsi annoncée, le problème de déphasage entre les couches sociales, effectivement, est réel. Vous voyez, je pense qu'il a parlé des hauts perchés du système qui peuvent accumuler énormément de richesses, construire de façon insolente des maisons de gauche à droite, se pavaner avec des véhicules de luxe, pendant que la population crève de faim. Et puis, les leaders d'opinion, moi je pense qu'il y a toute une stratégie qu'il faut mettre en place pour que la population puisse porter la vision du gouvernant. Encore faudrait-il qu'il l'ait et qu'il soit vraiment convaincu de sa pertinence. La même question à Didier Leou. Oui, ce qui crée la conjoncture n'est pas internationale, est-ce que la 5e République ne vient pas tout guérir?
Bon, certainement que la conjoncture elle est internationale, mais je pense que le rôle des gouvernements, c'est de travailler à créer un climat qui apaise les effets sur les populations. C'est leur rôle. Mais parlant de 5e République, elle a essentiellement été vendue comme la République qui pouvait apporter de meilleures solutions et de meilleures opportunités, ce qui n'est pas faux. Mais en même temps, ce n'est pas le système, le nombre de républiques ou le système politique qui crée le développement. Ce qui crée le développement, il y a des leviers sur lesquels il faut appuyer. Tout à l'heure, nous avons parlé essentiellement d'un levier, un pilier qui est très important, la lutte contre la... Non, pas l'agriculture, j'en viens. La lutte contre... Déjà que les ressources ne sont pas inépuisables, mais il faut les utiliser à bon escient. Tant qu'on n'appuie pas correctement sur ce levier, alors, quel qu'en soit le projet, la quantité de projets, le nombre d'innovations qui sera faite, si les gens peuvent aller simplement siphonner les fonds et venir s'asseoir parce qu'ils sont d'un parti, ils sont dans le même parti qu'un chef d'État et qu'ils ne courent aucun risque, bien, écoutez, c'est un cycle qui va se répéter. Donc, réaliser des infrastructures. Pour réaliser des... Voilà, donc c'est un cycle. Donc maintenant, nous, au niveau de Africadev, nous avons, dans notre enquête, nous suggérons des solutions. Mais ça relève plus d'une consultation qu'un débat télévisé. Avec une facture bien salé. Voilà, donc il y a des leviers. Aujourd'hui, il y a un fait qui est frappant. Le gouvernement togolais travaille beaucoup à l'amélioration des climats d'affaires. Et Dieu sait que quand vous regardez bien les facilités qui sont données aux entreprises, notamment étrangères, mais c'est des facilités qui n'existent presque nulle part ailleurs. Donc maintenant, pourquoi est-ce que ces entreprises ne pourront pas mieux recruter? Il faut travailler également sur la responsabilité sociale des entreprises. Ça aussi, c'est un autre levier. Il y a beaucoup de leviers sur lesquels le gouvernement peut appuyer pour donner plus d'opportunités à la jeunesse. Parce que, encore une fois, ce que réclame la jeunesse togolaise, ce n'est même pas le changement de régime. Ça, c'est dans le 3e ou 4e revendication. Mais leur préoccupation majeure, c'est plus d'opportunités et évidemment, c'est plus de justice sociale et plus de lutte contre la corruption. Oui, mais ce que vous évoquez là, c'est une lutte à long terme, de longue haleine, mais dans l'immédiat, puisque la température monte, que faut-il faire? Quelle réponse apporter aux mouvements sociaux pour apporter d'abord la paix qui permettrait donc d'asseoir les projets dont vous parlez? Luc Avaki. Ça, c'est intéressant. Hein? Si j'étais à la place du président de la République et au regard de ce qui est en train de se passer, demain matin, je descends incognito au CHU de Lomé-Tokwe avec une délégation. Je visite tous les compartiments de cet hôpital et je me rends compte par moi-même du degré de délabrement et de détérioration de cette infrastructure-là qui existe avant mon arrivée. Et sur champ, je donne des instructions fermes pour que la réflexion, en tout cas le réaménagement de cette infrastructure soit fait. Voilà un acte direct et concret qui montrerait que, on prend conscience de ce qu'il y a quand même des besoins. Et à partir de ce moment-là, tous ceux-là qu'on va visiter là-bas vont se sentir tout suffisamment aimés par le président. Voici quelqu'un qui est là. Ensuite, je fais un discours. Tout de suite, je descends les coûts des péages, par exemple, le coût du gaz butane, par exemple, du carburant, parce que le gaz butane, on compare les prix. À côté, on sait que le gaz butane coûte moins de 5 000, la bouteille de 12 kilos. Et puis ici, il coûte presque 10 000 francs. Mais les pays sahéliens qui viennent prendre les produits, ces genres de produits chez nous, et pour les mettre à la disposition de leur population là-bas, les vendre moins cher. Or, normalement, ils devaient avoir un plus, ne serait-ce que pour le coût de transport. L'engrais, il coûte combien ici? L'engrais de 50 kilos, il coûte combien? Il coûte combien au Burkina Faso? Il coûte combien au Mali? Voilà, et c'est un nombre de questions que les citoyens se posent quand même pour se dire, mais attendez, nous avons quand même un port. En quoi? Quel est le plus-value, justement, de ce port si les produits qui viennent directement à notre port et qui sont transportés ensuite sur les pays, vers les pays de l'Interland, coûtent finalement plus cher chez nous qu'ailleurs, vous voyez? Donc, ça veut dire que tout simplement, le président de la République doit pouvoir se rendre compte
qu'il y a eu de la surenchère, en tout cas, dans les mécanismes de fixation des prix, etc. Et donc, il décide de casser tout ceci en dynamisant véritablement sa gouvernance elle-même. C'est-à-dire que tous ceux qui sont des pions parfois inutiles, parce que quand vous regardez un peu l'administration de notre pays, il y a beaucoup qui sont des retraités, avec qui on continue de se coltiner, qui accumulent plusieurs postes stratégiques à la fois, tout comme si à eux seuls, Dieu avait investi les facultés extraordinaires de gestion. Or, s'ils avaient des résultats probants et intéressants, il n'y a pas de problème, on ne va pas faire de débat. Mais au même moment, vous avez un taux endémique de chômage. Vous avez des gens qui sortent, qui ont l'énergie, la fougue nécessaire pour pouvoir exploiter, mais ils n'ont pas la perche, ils n'ont pas l'opportunité. Voyez? Donc ça veut dire qu'il y a un travail de fond qui est à faire, mais au moins, comme je l'ai dit, s'il prend un certain nombre de décisions de cette nature-là, ça apaise la tension. Et beaucoup de gens, beaucoup de citoyens vont finir par commencer à se retrouver en lui, et puis libérer des gens qui sont en prison. Si c'est pour des raisons politiques, il faut les libérer. Prendre l'amnistie pour faire venir, en tout cas, tous ceux qui sont aisés. Parce que ce sont des ressources en perte. Je précise que la première richesse d'une nation ou d'un État, ce sont les êtres humains. Lorsque l'État investit autant de ressources pour éduquer des gens qui finissent par avoir des diplômes, et pour une raison ou une autre, ils sont obligés d'être à l'extérieur, malgré leurs connaissances, malgré leurs diplômes, malgré leur savoir-faire. C'est une perte énorme pour l'État. Donc il faut optimiser les ressources de l'État, capitaliser le potentiel existant et mettre du dynamisme dans la gouvernance d'État. J'ai cru que dans vos propositions, vous allez appeler un match de foot entre le gouvernement et les Agabambo, les Raoult, les Fedila et tout de l'autre, pour l'appel à la réconciliation, mais c'est pas venu. Noureddine Didier, une minute, je vous redonnerai la parole après la pause. Une minute donc pour déjà ébaucher des pistes de solutions dans l'immédiat, à court terme, pour faire baisser donc la tension de ces mouvements sociaux. Le Togo a tout ce qu'il faut pour se développer. Oui, vous l'avez déjà dit. Il faut dans l'immédiat libérer les prisonniers politiques pour apaiser la tension, comprendre déjà, avoir une très bonne perception de ce que la jeunesse est en train de réclamer, de savoir et de dire quelque chose, de dire un mot tout simplement, qui apaise. Nous avons suivi un ministre qui est passé sur votre plateau, qui pouvait apaiser, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Je pense que, je ne sais pas s'il a parlé au nom du président du Conseil, mais apaiser les tensions et proposer des pistes de solutions, surtout que maintenant, Zagabambo, je crois qu'ils ont organisé ils se sont constitués M66. Ça veut dire que désormais il y a un visage avec lequel on peut avec lequel on peut discuter, avec des revendications. Dans la seconde partie du World Forum. Mais là, nous marquons une pause pour une édition du journal. Je vous rappelle que nous sommes en direct ce dimanche et que vous pouvez participer à cette émission. Mais d'abord, protégez-nous, likez, commentez, que vous soyez d'accord avec nous, dans le respect s'il vous plaît. Et puis abonnez-vous à nos réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Partagez New World Forum pour porter loin la voix de l'Afrique qui cherche des solutions aux mouvements sociaux. À tout de suite.